D'entrée de jeu, pour nous, une déclaration d'humilité s'imposait. On s'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans le réseau, à ce qui se fait dans d'autres organisations aussi. On s'inspire constamment de nos vis-à-vis du réseau. J'ai la chance de faire partie de la table ministérielle de la qualité et j'ai beaucoup de respect pour les travaux qui sont faits par mes vis-à-vis et ça nous a beaucoup inspirés. Donc, de se retrouver de ce côté-ci du micro, c'était un brin intimidant, surtout qu'on se trouve dans un établissement universitaire, un établissement d'enseignement, les HEC. Alors, ce qui est important pour nous de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas la prétention d'être un enseignement, c'est tout simplement un partage d'expérience. Une autre déclaration s'imposait aussi, je dirais, une déclaration d'un biais cognitif ou d'un paradigme. Le terme paradigme est employé pour décrire l'ensemble d'expériences, de croyances et de valeurs qui influencent la façon dont un individu perçoit la réalité et réagit à cette perception. Alors, ma formation de base est en travail social. Vous allez voir que les collègues qui m'accompagnent ont aussi une formation clinique. L'intervention auprès des personnes a meublé 15 ans de ma vie. Ça a été une extraordinaire école. Et donc, c'est un peu comme, je suis tombée dans les relations humaines comme Obélix dans la potion magique. Donc, quand on tombe dans la gestion par la suite et dans la performance avec un bagage où l'individu, l'être humain est au cœur des actions et des préoccupations au quotidien, ça ne peut pas faire autrement que de teinter la façon d'approcher les choses. Et je pense que ça peut aussi teinter la façon dont la direction avec laquelle je travaille teinte ses travaux. Donc, ça met en lumière pourquoi notre présentation aujourd'hui, au-delà des bons indicateurs, au-delà des aspects plus mécaniques de la salle de pilotage, pour nous, on a réalisé, notre expérience nous a permis de réaliser que c'est d'abord et avant tout une expérience d'interaction avec des personnes, le pilotage de la performance. Et parlant de ces personnes-là, quand elles entendent parler de performance, quand on les rencontre, quand on implante le pilotage, ces personnes-là aussi arrivent avec leurs croyances, leurs a priori, leurs craintes, leurs appréhensions, leur propre paradigme. Et parmi ces perceptions se trouve celle, souvent, selon laquelle la performance est un synonyme de productivité. Donc, je donne déjà mon 100 il va falloir que j'en donne 120 Je vais concentrer mon énergie sur la rapidité au détriment de la qualité. Et par extension, implanter le pilotage, bien, ça serait continuer de serrer le citron. Et on pense qu'en la matière, il y a beaucoup de travail à faire, puis qu'on se bute déjà à cet élément-là de perception quand on arrive dans les équipes, et on doit en tenir compte de ces perceptions-là. Il y a du recadrage à faire, de la co-construction à faire avec nos équipes, et il y a beaucoup de sens à donner. Et pour donner du sens, on pense, puis je sais qu'on ne vous apprend rien, chaque organisation qu'on a consultée ont leur modèle. Donc, pour donner du sens, bien, il nous apparaît qu'il est incontournable d'élargir la vision qu'on a de la performance, de bien la partager avec les gens avec lesquels on implante et de s'assurer que dans notre façon de le piloter sur le terrain, on a aussi une vision élargie de la performance. Il faut que ça apparaisse dans nos comportements de gestion. D'ailleurs, on travaille à ce qu'au moins un indicateur par dimension de la performance soit suivi dans les équipes. Ce n'est pas toujours possible au début, mais c'est la cible qu'on a, c'est d'en suivre au moins un par dimension pour qu'on travaille à atteindre un équilibre dans chacune des dimensions. Et les filles vont vous en parler tout à l'heure, les collègues. On a, entre autres, un indicateur qui touche la santé-mobilisation du personnel qui est suivi, je vous dirais, dans au moins 90 des salles ou des stations visuelles qui sont implantées. On trouve important de vous dire aussi que rien n'est parfait. Ça pourrait avoir l'air d'une bulle rose, ce que je vous dis là, mais on a des réactions défavorables. Ce n'est pas populaire. Travailler à la performance, ça crée une certaine pression. La pression est forte dans le réseau. On partage les mêmes préoccupations que vous. On n'est pas étranger à ces enjeux-là. Mais on se dit que dans le contexte actuel, on pense qu'il faut repartir à la base, saisir les occasions au quotidien, co-construire avec les membres du personnel, leur permettre d'avoir de l'influence là où ils peuvent en avoir, soit sur l'identification des obstacles et des pistes de solutions. Donc, sans plus tarder,
le cœur de la présentation. Donc, vous aurez l'occasion d'entendre deux partages d'expérience, celui de Mme Bouliane et de Mme Laplante, qui vont tour à tour vous exposer la mission de leur secteur, les enjeux qu'elles ont rencontrés, les objectifs d'amélioration, les stratégies déployées, les défis, les gains, les conditions de succès, les résultats et les leçons apprises. Et la troisième section, ce sera Nathalie Giroux, qui mettra en lumière les stratégies de déploiement. Comment nous, comme direction qualité, performance, amélioration continue, on accompagne les équipes dans cette aventure ou ce cheminement d'interaction entre des personnes, donc comment on les soutient pour vivre cette étape-là. Et voilà, j'inviterai Marie-Josée Bouliane. Dans les Laurentides, nous étions 12 commissaires avant l'apparition des 6. Et avec la fusion, on est devenu, en fait, les effectifs sont maintenant de 3 commissaires. Alors, il a fallu revoir un peu notre modèle de travail. Actuellement, nous sommes 3 commissaires, donc je suis la commissaire en titre, il y a 2 commissaires adjoints qui travaillent avec moi. On a également 4 professionnels et une équipe de soutien administratif. En ce qui a trait à l'intégration des conseillers qui travaillent avec nous, nos professionnels, il n'y avait pas de structure comparable dans le réseau à l'époque. Donc, ça nous a amené un défi supplémentaire de développer, définir et intégrer ce type de fonction-là et ce type de poste à notre structure organisationnelle. En fusionnant aussi les 12 anciens bureaux, parce qu'il y avait 12 bureaux à l'époque de commissaires, on a aussi fait le constat, notamment de retard important dans le traitement des dossiers de plainte. On avait des dossiers qui pouvaient aller avoir des délais là, de traitement jusqu'à 200 jours. Alors, c'était vraiment... Alors que la loi nous demande de les traiter dans un délai de 45 jours. Donc, c'était un défi aussi remarquable de pouvoir reprendre et contrôler ces délais-là. Aussi, on a eu comme défi l'harmonisation de nos pratiques de travail. Donc, on est 12 commissaires, les 3 qui restaient, moi comme commissaire en titre et 2 commissaires adjointes, on provenait chacun de bureaux différents, on avait des pratiques différentes et on avait même des visions différentes du traitement des plaintes. Alors, il a fallu aussi revoir nos pratiques, nos outils, puis harmoniser le tout. Également, comme défi, les membres de l'équipe sont présentement dispersés sur le grand territoire des Laurentides. Manon vous l'a présenté, la carte en début de présentation. C'est un très grand territoire et pour permettre une facilité d'accès aux usagers, notre effectif est dispersé sur le territoire. Donc, on avait également un défi de gestion à distance. Et un autre défi, c'est de s'assurer de la cohésion de l'équipe, évidemment, puis de favoriser la performance et le rendement. Enfin, comme dans tout changement, on a été confronté à certains membres de l'équipe qui étaient préoccupés face à tous ces changements-là qui étaient importants. Et notamment, les membres de l'équipe qui étaient des anciens membres de bureaux de commissaires à l'époque et qui demeuraient dans notre équipe. Il y avait quelques résistances à ces grands changements. Alors, on s'est déterminé un objectif d'amélioration qui en fait de conclure 100% de nos dossiers de plainte à l'intérieur des 45 jours qui nous sont impartis par la loi, avec le même niveau de qualité, le même niveau de rigueur. Pour la première année de l'implantation de nos indicateurs de performance, on visait 75% de l'atteinte de l'objectif. Et au départ, on était à 55% de nos dossiers qui étaient traités dans ces délais-là. Pour réaliser notre objectif, à réussir et à bien coordonner l'équipe de travail du commissariat aux plaintes et à bien accompagner nos employés dans ces changements colossaux, différentes stratégies ont été déployées. Et pour ce faire, on a été guidés par la direction de la performance, de l'amélioration continue et de la qualité du CIS des Laurentides, que j'appellerai bien amicalement par la suite la DEPAC. Alors, c'est cette équipe qui est ici présente. Sans le soutien de cette équipe-là, c'est un soutien indéniable, on n'y serait pas arrivé, là, je vous le dis bien humblement. Notre objectif étant de conclure 100% de nos dossiers de plainte en moins de 45 jours, avec certains dossiers qui avaient des retards de plus de 200 jours. On a opté
pour l'utilisation de kata d'amélioration en déterminant des conditions cibles à atteindre et des indicateurs de performance qui permettent d'illustrer visuellement nos résultats. Bien entendu, la participation de l'ensemble des membres de l'équipe est mise à contribution et chacun est invité à s'exprimer sur les expériences vécues. Donc, à chaque semaine, les employés sont invités à s'exprimer, à savoir si, qu'est-ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'ils ont réussi dans la recherche des résultats, est-ce qu'ils se sont butés à des contraintes, manque de temps, trop d'appels, etc. Donc, on allait chercher cette information-là dans un objectif aussi d'améliorer le tout. Donc, on s'est déterminé des conditions cibles à atteindre, des indicateurs de performance, comme je vous disais, qui nous ont permis d'illustrer tous les résultats. Pour nous permettre de bien suivre l'état d'avancement de nos conditions cibles et nos indicateurs de performance, nous avons implanté le 8 août 2016 des caucus virtuels hebdomadaires. Donc, ces caucus-là, en fait, chacun est dans son port d'attache et se branche via conférence téléphonique. Et on a également un support visuel là, avec une base là, sur Internet là, qui s'appelle MyBiz. Donc, les gens, en plus de pouvoir échanger ensemble à distance par téléphone, bien, ils voient aussi là, chacun des tableaux qu'on présente. Ces caucus-là, c'est des rencontres très brèves, d'une durée d'à peu près 20 minutes à chaque semaine. Donc, tous les mardis matin, tout le monde se branche et on fait notre caucus d'équipe. C'est obligatoire pour tous les employés. Ça nous permet de suivre aussi à chaque semaine nos conditions cibles, nos indicateurs de performance et transmettre à l'équipe des informations ponctuelles qui permettent également de guider un peu notre travail à chaque semaine. Les caucus permettent aussi d'évaluer la perception de contrôle sur la charge de travail des employés du commissariat aux plaintes et, au besoin, de redistribuer à même l'équipe des dossiers en tenant compte là, vraiment de la disponibilité de chacun. Évidemment, on a rencontré certains défis. Donc, la réorganisation de l'équipe a suscité des préoccupations face à tous les changements proposés, notamment par une perception pour certains employés d'ajout de tâches ou de pression supplémentaire pour atteindre les objectifs. Je fais référence un peu à l'image que Manon vous présentait en début de présentation, le citron et puis le petit cadran. Je vous dirais que c'était beaucoup l'impression que les gens avaient au départ, que c'était lourd, qu'on avait déjà beaucoup de travail à accomplir, puis que là, de se donner un temps d'arrêt pour évaluer tout ça, certains d'entre eux ont trouvé ça un peu ardu au départ. Pour réussir à réaliser notre travail avec efficacité et cohérence, le défi d'harmoniser nos pratiques et développer nos outils de travail était élevé. On avait vraiment toutes sortes d'outils, toutes sortes de façons de travailler. Et en toute humilité, je vous avoue que ça nous a pris environ 2 ans pour y arriver. Parce qu'à travers tout ça, vous comprenez que les dossiers continuaient de rentrer. Hein, on ne peut pas mettre un stop puis dire on va régler tout ce qui est ancien, puis ça continue de rouler. Alors, il fallait répondre au quotidien tout en ayant en tête qu'il fallait aussi régler le passé. Par contre, j'étais très convaincue du modèle d'organisation que j'étais en train d'implanter pour le commissariat aux plaintes. J'avais aussi l'appui du PDG, du président du conseil d'administration, pardon. Et après 3 années d'expérimentation, plusieurs gains se doivent d'être soulignés. Tout d'abord, l'implantation des caucus brefs et hebdomadaires permet l'échange d'informations rapide, la cohésion de l'équipe, le soutien entre les membres du personnel. De plus, les caucus favorisent la communication entre nous et permettent des discussions sur des situations vécues. Pour l'ensemble de l'équipe, c'est un moment de partage qui est devenu un incontournable. Alors, autant au début, c'était quelque chose, c'était comme une épine dans le pied. Alors aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe pourrait vous dire qu'ils ne peuvent pas se passer du caucus. Les caucus ont aussi permis une diminution du nombre d'interruptions dans le travail quotidien de chacun des membres du service, notamment par une réduction du nombre de courriels, du nombre d'appels. Donc, on est moins dérangé. Ça nous a permis également de rendre nos réunions d'équipe plus efficaces et conviviales et d'avoir l'opportunité, entre autres, d'accueillir un invité à chaque rencontre. Par exemple, un directeur du CIS ou encore un partenaire externe pour échanger sur divers sujets. Enfin, la réorganisation de l'équipe, laquelle est composée de professionnels variés, tels que des psychoéducateurs, des infirmières, des travailleurs sociaux. On a aussi une avocate, du personnel de soutien aussi de haut calibre. Ça nous a permis d'intégrer à notre travail les dimensions cliniques, les dimensions humaines
et les dimensions légales. Ça permet un meilleur traitement de nos dossiers, tout en diminuant le travail en silo, et ça nous permet d'offrir une réponse plus réfléchie à nos plaignants et des recommandations d'amélioration pertinentes auprès de l'établissement. Enfin, l'ensemble de l'équipe est au fait des gains en efficacité en temps réel parce qu'ils voient à chaque semaine les tableaux, ils voient l'évolution. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout à l'heure, j'ai apporté quelques tableaux pour vous les démontrer. Tous les membres de l'équipe reconnaissent en fait l'utilité indéniable des outils de travail harmonisés, puis les indicateurs de performance. Au niveau des conditions de succès, pour atteindre nos objectifs, certaines conditions étaient indispensables. Par exemple, grâce au coaching de la DEPAC et l'accompagnement d'un stagiaire du HEC, nous avons été guidés afin de rendre viable le projet à une étape à la fois. On a aussi été guidés sur l'identification de conditions cibles à atteindre et à bien structurer les étapes à suivre à travers les katas d'amélioration pour mettre en œuvre la réorganisation de l'équipe. Avec beaucoup de détermination et pouvant compter sur le soutien des deux commissaires adjoints qui travaillent avec moi, ces deux gestionnaires, on a également obtenu l'engagement et la collaboration de la grande majorité des membres de l'équipe. Nous avons convenu que la participation au caucus est obligatoire pour tous et que préalablement aux rencontres virtuelles, chacun a la responsabilité de s'y préparer et d'y compléter les informations requises pour tous les indicateurs, ce qui prend environ 5 minutes de préparation, tout au plus. Enfin, l'utilisation des outils de travail harmonisés facilite grandement notre tâche et permet une meilleure gestion du temps, tant au sein de notre équipe qu'auprès des gestionnaires que nous sollicitons largement dans le cadre de l'examen d'une plainte. Donc, j'arrive aux résultats. Donc, malgré une augmentation d'environ 10 % du nombre de dossiers de plaintes, nous sommes à même de constater une amélioration notable de nos délais de traitement des plaintes, passant de 55 %, comme je vous ai dit au début, de nos dossiers conclus en moins de 45 jours en 2015 à 75 % à ce jour. Donc, nous avons atteint notre objectif. Tout cela avec moins de personnel et plus de dossiers. Rapidement, je vous montre un de nos indicateurs de performance qui est le temps moyen de traitement des plaintes par mois. Donc, vous voyez ici, c'est le moment où en août 2016, nous avons implanté là, notre indicateur. On avait des délais moyens de traitement là, qui étaient autour de 57-56 jours et parfois un peu plus. Et voyez-vous, en date là, à peu près d'aujourd'hui, janvier 2018, on est autour de, en moyenne, 35 jours. Donc, on est même en bas de notre 45 jours qui est requis par la loi. Évidemment, on a appris des leçons de tout cet exercice. Donc, tout au long de l'implantation de notre projet, au commissariat aux plaintes, il a fallu s'armer de patience, je ne vous le cacherai pas, mais surtout de persévérance. Il faut croire et focusser sur notre objectif initial. Un réaménagement aussi important, ça ne peut pas se réaliser sans l'appui et la mobilisation des gestionnaires de l'équipe et l'adhésion de l'ensemble des membres du personnel. Demeurer disponible, à l'écoute, ouvert aux suggestions du personnel est aussi un élément clé du succès de notre équipe. Enfin, pour être capable de mettre fin au tourbillon quotidien, et même si on a l'impression de ne pas avoir le temps pour se structurer, on doit s'imposer un temps d'arrêt et faire quelques pas en arrière pour être capable de mieux avancer. Alors voilà, je vais laisser la parole à Marie. Merci. Alors bonjour, je suis Marie Laplante, conseillère cadre, responsable de l'unité de certification au CIS des Laurentides. Alors, la mission de notre secteur, je devrais avancer ça serait mieux, c'est la certification des résidences privées pour aînés. Cette certification-là, c'est en fait d'assurer l'application de la L4S et du règlement sur les conditions d'obtention d'un certificat de conformité et les normes d'exploitation d'une résidence privée pour aînés, que je vais appeler par la suite des RPA. Vous comprendrez que ça serait un petit peu long d'ajouter tout le titre. Bonjour David. Alors, c'est un secteur d'activité qui relevait antérieurement des agences, donc c'était absolument inconnu de moi comme gestionnaire. C'est un vaste terrain de jeu, c'est 125 RPA sur le vaste territoire des Laurentides. Alors, les 125 RPA sont situés partout sur le territoire, donc ça ajoute à la complexité pour notre travail de se déplacer, aller rencontrer des propriétaires partout sur le territoire.
Ce sont des entreprises privées. Alors, ce ne sont pas des résidences qui sont rattachées au secteur public. Alors, ce sont des hommes et des femmes d'affaires qui démarrent des entreprises privées avec tout ce que ça implique comme gestion et comme diversité de gestion, je devrais dire ça comme ça, de côtoyer l'ensemble de ces propriétaires-là et de les amener à une conformité en rapport avec le règlement. Et le règlement, c'est des dizaines et des dizaines de critères et de normes de qualité auxquels ils doivent se conformer. Cette certification-là revient aux 4 ans. Donc, nous avons à chaque année, à chaque 4 ans, à refaire le processus de renouvellement de la certification. Dans l'équipe, il y a une gestionnaire, moi-même, qui est à temps partiel dans ce dossier-là, et il y a l'équivalent de 2,5 temps complet. Il y a une professionnelle et 1,5 technicienne en administration qui font particulièrement de l'inspection de résidence. Et en fait, je m'en viens surtout aujourd'hui vous dire comment cette démarche d'amélioration continue-là, au-delà de la performance qu'on souhaitait avoir, c'est surtout comment ça nous a aidé à consolider une équipe de travail, un esprit d'équipe et qui ont des gros défis, qui ont encore de gros défis à relever et de travailler sur cet esprit d'entraide et d'équipe-là. Alors, je viens surtout pour mentionner cet aspect-là. Les enjeux à l'arrivée dans le 6, évidemment, il y avait un historique de retard accumulé. Ces retards-là étaient dus à différents événements et contextes avant même l'arrivée dans le 6. Ce qui fait qu'il y avait peu ou pas de suivi entre les renouvellements et un historique de retard important. Là, on parlait de plusieurs mois et même d'années. Donc, sur les 4 ans, quand on accumule un retard d'1 an, 2 ans, et j'oserais même dire 2 ans et demi, c'est énorme. On a de la misère à assumer ces délais-là, alors ça devenait incontournable de faire un exercice d'amélioration continue. Donc, compte tenu qu'on travaillait principalement sur les retards, on avait peu ou pas d'intervention entre les renouvellements, comme je disais, et on intervenait surtout en contexte d'urgence. Alors, nos partenaires internes ou externes, internes, je parle aux intervenants de soutien à domicile qui allaient visiter des résidents dans ces endroits-là, ou externes, les services de sécurité incendie du territoire nous interpellaient pour nous faire part de quand même de préoccupations quant à la sécurité et à la qualité des soins dans ces ressources-là. Donc, on intervenait en mesure d'urgence, on mettait de côté nos retards et on faisait une action concertée pour maintenir à niveau une certaine conformité. Il y avait, heureusement, dans mon équipe, quand je suis arrivée là, dans l'arrivée au 6, une très grande expertise des membres de l'équipe. Alors moi, je m'y connaissais, mais pas du tout en certification, parce que ça relevait du secteur des agences avant. Donc, les C3S, anciennement, on n'avait pas ce secteur d'activité-là. Donc, j'ai appris énormément avec cette équipe-là et j'apprends encore quotidiennement avec l'équipe. C'est complexe, c'est un règlement qui est complexe à comprendre et j'apprends encore avec eux. Donc, heureusement qu'il y avait cette expertise-là, mais il y avait aussi une certaine démobilisation parce que de travailler toujours, évidemment par rapport au changement, comme on a tous vécu en arrivant dans le 6, il y avait un changement majeur, mais aussi à l'égard de la charge de travail. Donc, une petite équipe maintenaient sur leurs épaules la certification de ressources avec les retards accumulés, donc ça devenait une charge de travail importante pour l'équipe. Entre-temps, il y a eu un nouveau mandat qui est arrivé dans notre équipe, qui est la gestion des risques en sécurité incendie, qui a fait suite, vous souviendrez, le rapport du coroner de l'âge suite au drame de l'île Verte, où il y avait eu plusieurs personnes âgées qui étaient décédées dans un incendie. Alors, le ministère a pris les recommandations du coroner et a imposé une approche différente de gérer les risques en sécurité incendie dans nos RPA. Alors, ça s'est ajouté dans les 18 derniers mois, je dirais. Aussi, un autre enjeu, c'est l'insatisfaction de nos clients, parce qu'un client exploitant privé qui veut être reconnu à chaque 4 ans dans sa conformité, bien, nous appelait en disant, écoutez, ça fait 1 an que je vous attends, ou plus même d'1 an. Donc, vous comprendrez que ça a une certaine atteinte à notre crédibilité aussi, parce qu'on veut bien faire, mais on était toujours en train de rattraper des retards. Alors, on a fait une analyse un petit peu plus approfondie des risques et évidemment, je le mentionnais précédemment, la qualité, la sécurité des résidents et la qualité des services dans les RPA.
Au niveau légal, donc, c'est un non-respect de la législation en cours. On doit se conformer, on doit aider les RPA à se conformer. Donc, on l'est encore en partie dans une non-légalité à ce niveau-là. Des enjeux politiques, aussitôt qu'on met le nez dans la certification, on est assez souvent, il faut quand même, je relativise, là, mais interpellé par le ministère parce que il y a des risques de médiatisation importants. Ça peut faire les journaux facilement et le ministère, quand il y a des problématiques dans les RPA, communique avec le CIS et nous oblige à mettre en place là, une façon de gérer les situations problématiques. Évidemment, les impacts sur les ressources humaines, je n'en ai parlé tantôt avec cette charge de travail-là que l'équipe avait. Donc, on s'est donné comme objectif une cible de 100 des RPA certifiés selon les délais prescrits par la réglementation. Ça veut dire éliminer les retards accumulés, assurer le maintien de la conformité par l'accompagnement des ressources sur 4 ans et assurer un meilleur partage de la charge de travail de l'équipe. Comment on a fait ça, on est encore en train de faire ça, c'est qu'on a mis en place à l'été 2017 une démarche d'amélioration continue avec une cartographie des processus de la certification, avec les identifications des efforts à chaque étape de la certification, parce que là, je n'irai pas dans du détail, ça serait trop long, mais la certification par étape peut nécessiter plus ou moins d'efforts, alors on a calculé ces efforts-là par étape. On a mis en place le caucus hebdomadaire en septembre dernier. Durée maximum, au début, ça pouvait aller d'1 heure, 1 heure et demie, je ne vous le cacherai pas, mais on est rendu à moins de 30 minutes, entre 20 et 30 minutes, caucus hebdomadaire. Au début, encore une fois, j'animais moi-même les caucus, mais maintenant, c'est l'animation par l'ensemble des membres à tour de rôle. Et je précise que cette demande-là m'est venue des membres de l'équipe qui voulaient s'approprier le processus. Alors, dans les moments où je ne peux pas être présente, mais je le suis à 90 du temps et plus, là. Mais quand je n'y suis pas, le caucus se tient, les membres, on a notre tour de rôle indiqué et les membres l'animent à tour de rôle. Donc, c'est une belle façon pour l'équipe de s'approprier le caucus en question. La préparation au caucus, c'est comme Marie-Josée disait tantôt, c'est à peine 5 minutes. La veille du caucus, on met à jour nos statuts en rapport avec la certification. Alors, ce n'est pas un grand investissement à chaque semaine. C'est une photo là, de notre caucus, notre tableau visuel de gestion. C'est bien comme ça qu'on l'appelle. Donc, dans la partie à gauche, on voit l'ensemble des indicateurs que nous avons. La partie centrale, c'est notre gestion courante des activités qu'on a à faire ou qui sont en cours. Et la partie à droite, il y a les possibilités d'amélioration. Et à l'extrême droite, il y a toujours l'endroit où on fait par nos dignes de mention hebdomadaire à l'ensemble, aux gens qui le méritent, en fait. Mais il y a souvent les gens qui, entre eux, les membres de l'équipe, qui relèvent les bons coups. Alors, c'est une bonne façon là, de mobiliser l'équipe. Alors, je vous présente mon équipe. Vous voyez ici, toute souriante. C'est quasiment toujours comme ça. Alors, les défis que nous avons rencontrés, choisir, c'est renoncer. En fait, pour faire le choix d'éliminer les retards, pour nous donner un petit peu de lousse dans notre gestion là, de notre travail, il faut les éliminer, les retards. Alors, ça limite un peu la diversité dans le travail, c'est-à-dire que toutes les énergies disponibles dans l'équipe, on les met à diminuer les retards de certification, de renouvellement de certification. Alors, on maintient le focus, encore une fois, sur l'objectif prioritaire. Éventuellement, quand on aura dégagé cette marge de manœuvre, on pourra attaquer d'autres projets d'amélioration continue, mais pour l'instant, c'est le choix qu'on a fait. Les gains, Marie-Josée en a parlé tantôt, donc meilleur partage de l'information, rencontre d'équipes plus performantes, un meilleur fonctionnement d'équipe, beaucoup de réduction d'interruptions. C'est un milieu, vous savez, il y a 125 ressources privées, alors c'est un milieu où on a des différents téléphone, courriel, et je me voyais régulièrement en train de déranger les membres de l'équipe pour régler telle ou telle situation. Alors maintenant, toutes les personnes de l'équipe, on prend des petits post-it, nos questions, nos commentaires, nos partages d'informations, on les met au caucus et c'est traité une fois par semaine à chaque caucus. Alors, c'est une grande efficacité à ce niveau-là. Donc, meilleure connaissance de notre capacité. Toutes les ressources de l'équipe sont mises à profit dans l'atteinte de notre objectif prioritaire. On notait aussi les membres de l'équipe
Manon en a parlé tantôt, plus d'influence sur les décisions prises. Alors, c'est pris de façon collégiale à chaque semaine des décisions. Alors, c'est important que toute l'équipe participe à ces prises de décision-là. Alors, ça amène aussi une plus grande mobilisation de l'équipe dans l'avancement de nos travaux. Encore une fois, le fait que c'est visuel, on voit nos avancées. Et je le disais d'entrée de jeu, je trouve que le plus grand gain dans tout ça, c'est l'esprit d'équipe et d'entraide améliorée dans l'équipe pour partager cette pression-là sur les épaules de tout le monde. Conditions de succès, bien évidemment, il y a eu une priorité faite par la direction pour mettre en place ce projet d'amélioration continue. On a eu le soutien de l'équipe performance ainsi que d'un conseiller. Il y a eu temporairement, et c'est encore existant en ce moment, un ajout d'heures en ressources humaines d'une autre équipe de la direction. Parce qu'encore une fois, tant qu'on n'a pas évacuer tous les retards, on n'a pas une idée de la capacité réelle de l'équipe de faire son travail régulier de certification aux 4 ans. C'est comme un cercle vicieux. En fait, plus on prend de temps à traiter des retards, moins on voit les ressources dans nos 4 ans. Et quand on arrive aux 4 ans, bien, les ressources ont accumulé, eux autres aussi, des non-conformités en cours de route. Alors, quand vient le temps de les renouveler, et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs non-conformités qu'on n'a pas traitées en cours de route parce qu'on n'a pas eu de rencontre de maintien entre les 4 ans, ce qui fait que ça alourdit le processus de renouvellement parce qu'on n'a pas eu le temps de les accompagner entre les 4 ans. Donc, les RH, l'ajout, c'est vraiment pour réussir à vider ces retards-là qu'on a accumulés. Mise en place d'indicateurs, on l'a vu tantôt. Adhésion, implication continue des membres de l'équipe. Là, je dois dire que je travaille avec une équipe qui a démontré du début à la fin beaucoup d'ouverture et d'engagement dans la démarche. Je peux comprendre que parfois, mais je pense parce que la souffrance était là aussi, la souffrance, une certaine souffrance de l'équipe on n'arrive pas à bien faire notre travail, en fait. Alors, cette souffrance-là a mobilisé l'équipe à dire, il faut faire quelque chose et je n'ai pas vécu de résistance comme telle au début de la démarche. Il faut évidemment donner un sens à cette démarche-là, mais l'équipe a bien compris le sens qu'on voulait y donner, alors ça s'est bien passé. Nos résultats, nous avons commencé, comme vous voyez la flèche à l'été passé, on avait 39 de nos certificats qui étaient échus, donc c'est énorme. Nous sommes à ce jour, la semaine passée, autour de 18 % donc ça diminue. Il en reste encore, vous voyez les nombres, 22 qui sont encore échus, qui ne sont pas dans les règles prescrites là, par le règlement. Alors, on a encore du travail à faire, mais on voit la courbe descendante et c'est très encourageant pour nous. Les prochaines étapes, lorsque les retards seront résorbés, en fait, là, le travail de planification va se faire. On prévoit faire ça cet été. On a ce désir-là d'accomplir ce travail de planification sur 4 ans, ce qui veut dire que toutes les ressources seraient vues en maintien de conformité dans les 4 années qui s'en viennent. On va probablement réfléchir à un modèle, parce que dans les 5-25 ressources privées, il y en a avec lesquelles on a plus de difficultés. Il y a plus d'enjeux, plus de problématiques. Alors, celles-là, on aimerait les voir 2-3 fois par année pour nous amener, au bout de 4 ans, il y aura toujours une relative conformité d'année en année. Et les moins problématiques, bien là, on pourrait les voir 1 fois ou 2 par année. Puis il y en a pour lesquels il n'y a pas tellement de problématiques vécues, alors on pourrait les voir seulement 1 fois par année ou 4 ans, mais ça maintient toujours une conformité. C'est ce que je disais tantôt. Alors, si on réussit à faire cette planification-là, quand on arrive au renouvellement, on est en maintien tout le long et ça évite de prendre énormément de temps au moment de renouveler la certification. Donc, quand on aura conclu cette planification-là, puis on sera en mesure de notre capacité de gérer tout notre travail, en fait, on pourra s'ajouter d'autres projets d'amélioration continue à ce moment-là. Leçon apprise. Moi, je suis travailleuse sociale de formation. Je suis gestionnaire depuis 10 ans. C'est la première fois qu'on me parlait, moi, de mettre en place une forme de suivi de mes activités comme gestionnaire. C'était extrêmement enrichissant et stimulant et
au niveau de la performance, comme je le disais, c'est vraiment l'esprit d'équipe autour. Et j'en profite, je sais que mon équipe est en ligne, je leur fais un petit coucou et je les remercie de m'apprendre quotidiennement et aussi de continuer de s'engager dans la démarche. Je trouve que vous êtes une super équipe puis j'apprends quotidiennement avec vous. Donc, mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu cette façon-là de travailler en équipe, en fait, c'est un travail d'équipe, de ne pas l'avoir eu avant dans mes 10 dernières années, parce que j'étais en fin de carrière, puis je me dis ça aurait profité vraiment grandement d'avoir eu toutes ces leçons-là avant pour amener, faire un meilleur travail d'équipe. Alors, voilà. Ah, oui, je vais terminer. Avant de me présenter ici, j'ai demandé à l'équipe une question. Quels sont les gains pour vous à cette façon-là de travailler? Alors, l'ensemble de mon équipe a répondu à différents niveaux. Et là, je vous prends le témoignage d'une employée de l'équipe. Je n'ai pas changé une virgule. Je vais la lire avec vous. Est-ce que j'ai le temps? Oui. J'ai le temps. Donc, je la lis et ça va vous donner une bonne idée des gains là, pour l'équipe. Donc, cet employé-là dit, en participant à des caucus, j'ai démontré davantage la motivation à accomplir les tâches qui me sont attribuées. Cela m'a permis de m'engager et de respecter, la plupart du temps, le délai qu'on m'a donné pour accomplir la tâche confiée. À chaque rencontre, j'éprouve un sentiment d'appartenance envers mon équipe, puisqu'on partage les mêmes objectifs, et je sais que ça me permet d'aller dans la même direction que l'ensemble de mes collègues. En même temps, je sais que je peux compter sur l'entraide auprès de mon équipe, car on partage nos perceptions sur notre charge de travail. Je me sens moins seule dans la réalité du travail à accomplir au quotidien. J'avoue que ce petit rassemblement hebdomadaire me permet de prendre un temps d'arrêt et de mettre le focus sur ce qui a été accompli. Je trouve ça valorisant. Je suis sortie de ma zone de confort en participant à des caucus, car cela m'a amené à partager mon point de vue. Animer un caucus est aussi une façon de s'approprier le processus et de prendre place dans un groupe en tant que technicienne en administration. Je n'avais pas eu l'opportunité dans mon parcours professionnel de participer à des décisions organisationnelles et je sens que je contribue activement aux idées. N'est-ce pas une belle façon de conclure ma présentation? Je laisse la place à ma collègue. Bonjour, Nathalie Giroux. Alors, je suis chef de service, gestion intégrée de la performance et de l'amélioration continue. Je suis la responsable de l'implantation des salles de pilotage de tous les niveaux. Heureusement, bien supportée par mes collègues gestionnaires et par mon équipe de professionnels. Impossible de mener un grand mandat comme ça seul. Un enjeu de micro. Oui. Il devrait être ouvert pourtant. C'est vert. C'est correct? M'entendez-vous? Alors, tout d'abord, les stratégies de déploiement au CIS des Laurentides. Alors, quand on est devenu le CIS des Laurentides, la première stratégie, ça a été en fonction de la demande. Alors, les gens qui souhaitaient implanter un caucus ou une salle de pilotage, on les accompagnait dans la démarche. Rapidement, dès que la salle de pilotage stratégique a été implantée, a débuté, on est allé par niveau. Alors, on a commencé les salles de pilotage tactique. Maintenant, je vous dirais que les stratégies qu'on utilise, on y va par direction. Alors, on a la direction de la protection de la jeunesse où c'est déployé, la gestion visuelle est déployée à 100% de la direction. Et on est en train de tenter d'élargir au niveau du programme jeunesse et du soutien à domicile pour les personnes âgées à 100% aussi. Et on a débuté jusqu'au niveau opérationnel dans les 3 autres directions. Alors, services multidisciplinaires, logistique, soins infirmiers et de l'éthique clinique. L'avancement. Alors, naturellement, au niveau stratégique, la salle de pilotage a débuté en mai 2016. Nous avons 75% du niveau des salles de pilotage tactique, donc les directeurs, que c'est déployé. Au niveau des directeurs adjoints et des coordonnateurs, le deuxième niveau tactique, que nous, on appelle caucus tactique, on est à peu près à 43% en ce moment. Et au niveau opérationnel, donc les chefs de service avec des équipes à peu près à 20%. Je vous dirais, juste je vais revenir à la précédente, je vous dirais que le niveau le plus difficile, qui demande le plus de soutien, c'est vraiment le niveau opérationnel. C'est à ce niveau-là, dans le fond, qu'on doit faire le plus de gestion de changement et vraiment accompagner les gestionnaires.
Je vous dirais aussi qu'au CIS des Laurentides, 50% des cadres participent à un caucus ou animent un caucus ou une salle de pilotage. Donc, 50% des gestionnaires, à un niveau ou à un autre, vont être impliqués dans une salle de pilotage ou dans un caucus. 30% de notre gestion visuelle se fait en virtuel. De déploiement, alors l'étendue. Alors, on a au niveau des soins, unité de médecine, de chirurgie, unité d'hospitalisation brève, service d'inhalothérapie, hémato-oncologie. Dans les services, soutien à domicile, évaluation à la DPJ, guichet d'accès, les lois des jeunes contrevenants et les JPA, adoption, retrouvailles, service jeunesse. Et au niveau soutien aussi, on a déployé en budgétisation, bureau d'évaluation de la performance, bureau de projet, certification, Marie en a parlé, commissariat aux plaintes, Marie-Josée, et au niveau de la gestion de la logistique. Un processus standard de déploiement, mais surtout un processus simple. On sait que les processus ont tendance à s'alourdir avec le temps. On veille fortement à ce qu'ils restent très simples. Les gens, quand on va leur donner de l'aide, souvent ont des enjeux de performance, donc sont déjà un peu surchargés, sont essoufflés. On arrive avec quelque chose de plus à ajouter dans leur horaire, donc on essaie que ça soit le plus simple possible. Donc, on commence toujours par une rencontre avec le gestionnaire, une rencontre où on va l'écouter. On va essayer de comprendre ses enjeux. On va vraiment être à l'écoute de lui, comment il voit sa situation, puis comment on pourrait l'aider. Le déploiement en 3 temps, très simple. Une première rencontre avec l'ensemble des participants. Donc, tous les gens qui vont être dans la salle de pilotage ou qui vont être dans le caucus, bien, on va leur faire une sensibilisation en ligne, un rappel des grands principes. On présente le caucus ou la salle de pilotage, le sens de cette démarche. Deuxième rencontre, une co-construction de la station visuelle. Donc, on travaille avec les gens. C'est avec eux que s'élaborent et se sélectionnent les indicateurs et tous les éléments de la station visuelle. Par la suite, le coaching du gestionnaire qui anime et un accompagnement de 8 à 12 animations, jusqu'à temps que le gestionnaire nous dise « je suis à l'aise, c'est beau », alors à ce moment-là, on le laisse aller. Par la suite, régulièrement, on va faire des petits tours. Les gens vont nous le demander et il y a des ajustements en continu de la station visuelle. Et ça, je pense que c'est une clé de succès parce que si notre station visuelle ne reflète pas nos enjeux, bien, à un moment donné, elle ne nous sert pas et finalement, on s'en désintéresse parce que ça devient une perte de temps plutôt qu'un gain. Parfait. Les outils, bien, on a des outils standards, des présentations sur la démarche, du matériel de formation, des grilles d'audit pour auditer l'efficacité des caucus et des salles de pilotage, des guides d'animation, des gabarits pour la station visuelle. Mais je vous dirais qu'au-delà de tous les outils, ce qui est le plus important, c'est le coaching. Dans le fond, chaque gestionnaire est accompagné soit par moi ou par un professionnel de mon équipe et il se crée une relation de confiance entre le gestionnaire et le membre de mon équipe ou moi qui accompagne. Et je pense que c'est ça le succès. Notre équipe devient une référence pour le gestionnaire dans ses enjeux de performance. Et parfois, les discussions vont au-delà des enjeux de performance. Parfois aussi, on va avoir des discussions sur les enjeux humains que vit le gestionnaire. Et je pense que c'est là aussi que c'est vraiment bénéfique pour le gestionnaire. C'est qu'on va au-delà d'outils qu'on transmet, mais c'est vraiment un accompagnement. Alors, les éléments clés. Les éléments clés, c'est un respect du modèle standard. Alors, on a élaboré 4 dimensions pour les salles de pilotage, 3 dimensions pour les caucus. C'est respecté. Alors, nous, on veille à ce que partout dans l'organisation, ça soit toujours les mêmes 4 ou 3 dimensions qu'on retrouve avec les mêmes titres. Et là, on commence à en avoir le bénéfice parce que les gestionnaires, après 3 ans, parfois changent de direction et eux autres, dès qu'ils se retrouvent dans une nouvelle équipe où il y a un caucus ou une salle de pilotage en place, bien, immédiatement, le visuel leur parle et ils ont immédiatement les repères et très rapidement, ils vont être capables de participer ou même d'animer sans difficulté. Par contre, bien qu'on est très fidèle au modèle, on a une très grande souplesse sur le contenu. Alors, vous avez vu tantôt, Marie les a montré, les 3 sections du caucus, par exemple, mais le contenu va être adapté pour chaque gestionnaire, chaque enjeu du secteur qu'on accompagne. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait les 3 dimensions, mais ce qu'il y aura dans les dimensions, on l'adapte aux besoins du secteur qu'on accompagne.
Par contre, aussi, on s'assure d'une grande rigueur dans l'animation, mais surtout dans le sens. Pourquoi on fait un caucus? Qu'est-ce qu'on recherche là-dedans? Dans le fond, c'est d'une gestion des écarts et on tente de régler tous les petits problèmes qui empêchent la dispensation des services. Ce sens-là, on s'assure qu'il soit maintenu. Engagement de toutes les personnes concernées. Toute la démarche se fait avec l'ensemble de toutes les personnes qui vont être au caucus. Simplicité de la démarche, je vous l'ai parlé tantôt, on s'assure que ça reste simple. Et naturellement, l'accompagnement, parce que c'est un chemin qui parfois est un peu plus laborieux, parfois c'est plus simple, mais on est à côté du gestionnaire jusqu'à temps qu'il nous dise « c'est beau, maintenant je suis à l'aise ». Une petite chose à spécifier, même si un gestionnaire implante une deuxième ou un troisième caucus, on va l'accompagner quand même. On ne donne pas les outils et de dire, bien, on vous donne la formation, les outils, essayez, allez-y. On ne fait pas ça. On va toujours être à côté du gestionnaire. Ça va être un accompagnement plus court, mais on va être là quand même. Pour terminer, bien, je vous dirais, on est quand même dans le volet humain des caucus, des salles de pilotage. Un indicateur, nous, qui se retrouve dans, maintenant on dit 90, j'oserais dire 95 %, peut-être 98 % de nos salles de pilotage et de nos caucus. C'est un indicateur qui est en lien avec la dimension santé et mobilisation du personnel. C'est un indicateur qui, à chaque fois qu'on implante, on va suggérer, fortement soutenir qu'il soit utilisé. C'est la perception de l'équipe, de chaque membre de l'équipe, sur sa charge de travail. C'est très important, cet indicateur-là, parce qu'il permet effectivement de voir quand les gens sont débordés, quand les gens sont à risque peut-être de quitter en assurance salaire. Ça permet d'intervenir avant l'épuisement. Et c'est un indicateur qui, une fois qu'il est installé, les gens ne peuvent plus s'en passer. Et souvent même, on se fait dire, s'il fallait qu'il m'en reste un, ça serait celui-là que je garderais. Alors voilà, quelques petites photos de caucus et de salles de pilotage. Quelques petites réflexions. Notre marotte, notre leitmotiv, ce n'est pas la perfection avec laquelle on applique la recette qui compte, mais la qualité de l'impact que nous aurons sur nos interlocuteurs et ultimement sur nos patients, sur nos usagers. Ma direction et moi sommes déterminés à faire vivre une expérience positive aux membres des équipes. L'implantation des salles de pilotage, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. L'objectif, c'est d'améliorer les dimensions de la performance et la mobilisation et la santé du personnel en font partie. Comme disait Nathalie, on arrive avec les mêmes standards, les mêmes outils, mais chaque implantation, chaque nouvelle équipe est une nouvelle histoire. Au fond, notre performance ne sera jamais meilleure que la qualité des collaborations et de l'engagement qui se tissent au sein de nos équipes. Ça prend de la rigueur, ça prend des standards, ça prend de la méthodologie, des objectifs, des suivis, des indicateurs. Ça prend tout ça, mais dans le fond, ces éléments-là s'installent, prennent racine dans la force vive qu'on a dans nos équipes et dans la qualité des collaborations qui se tissent entre elles. Je regarde, j'écoutais Marie encore et Marie-Josée et on voit que la force de l'équipe fait la différence dans la performance qu'on peut atteindre. Ensuite, j'assistais à une présentation dernièrement. La diligence avec laquelle les problèmes sont résolus figure parmi les éléments qui ont le plus grand impact sur la qualité de vie au travail. C'est M. Jean-Pierre Brun qui nous enseignait ça. Et je pense que les présentations puis notre expérience ont démontré que l'utilisation de cette démarche-là donne une belle agilité dans la résolution de problèmes. Et finalement, ici, paradoxalement, parce que quand on implante de la performance, c'est pour améliorer des éléments de performance dans différentes dimensions. Ici, paradoxalement, ce pilotage-là de la performance constituait une stratégie gagnante-gagnante, une stratégie d'adaptation des équipes aux enjeux complexes et exigeants auxquels les organisations du réseau sont confrontées. Quand j'ai entendu, d'ailleurs j'ai lu le courriel de l'employé de Marie, ça m'a excessivement émue et je me suis dit, tiens, on n'est peut-être pas seulement en train de réduire des délais de certification dans des résidences privées où on va améliorer la sécurité des gens qui y vivent, on est aussi en train de permettre
à des membres du personnel d'exercer un leadership, de participer à des décisions et de faire la différence au sein du secteur où ces gens-là travaillent. Quand j'entends Marie-Josée parler de comment l'équipe travaille ensemble, comment ils mettent à profit autant le bout juridique, les forces de chacun, bien, je me dis, on n'est pas seulement en train de réduire le temps que ça prend pour traiter une plainte, on est aussi en train de créer quelque chose dans nos équipes. Et donc, on sait, le réseau, la pression est forte. Améliorer la performance, ce n'est pas tout à fait dans la catégorie d'un choix qu'on peut se permettre de faire. Je ne pense pas me tromper en disant qu'on est condamné à s'améliorer. Par contre, où peut-on permettre à notre monde d'exercer leur influence et leur pouvoir? Bien, c'est dans la façon avec laquelle on va le faire. Fait que ça mettrait fin à notre présentation. Puis je vais inviter mes collègues à s'approcher parce que je ne suis peut-être pas celle qui pourra répondre à des questions si jamais il y en avait. Merci beaucoup, mesdames. Très beau partage d'expérience. Alors, je vais me tourner du côté des gens présents dans la salle pour voir s'il y a des questions. Je vous demanderai d'attendre le micro et de vous nommer. C'est pour les gens qui sont sur le web. Et on ira aussi du côté du web. Là, il y a plus de 300 personnes qui ont assisté à cette présentation. Donc, c'est notre meilleure audience cette année. Là. Donc, bravo aussi d'avoir rejoint autant de personnes. Alors, des questions dans la salle? Merci. Donc, bonjour. Donc, je m'appelle Tariq. J'ai travaillé dans le domaine du conseil en santé publique, donc en Europe. Donc, je suis nouvel arrivant au Québec. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant donc, vos différentes expériences. Néanmoins, je me demande comment vous avez intégré l'aspect pédagogique de la performance. Parce que nous autres, en Europe, lorsqu'on avait à implémenter des cellules de performance au sein des différents hôpitaux ou services hospitaliers, on mettait en place différents modules de formation justement pour inculquer une culture de la performance aux différents membres du personnel. Donc, je voulais savoir comment vous vous y êtes pris, vous autres, pour justement inculquer cette culture de la performance à vos services. Merci. Je vais laisser Nathalie. Je peux rester ici, je pense. Ben, dans le fond, quand on arrive dans une équipe, on donne toujours une formation. Alors, je l'appelais sensibilisation ligne, mais dans le fond, à travers cette formation-là, on va redonner des notions. On repart beaucoup des gaspillages, donc d'identifier les zones de non-performance. C'est à travers ça, dans le fond, que se fait le cheminement. Quand on va travailler aussi la deuxième rencontre, qui est la sélection des indicateurs, l'élaboration parfois de certains, c'est là qu'on va beaucoup accompagner les gens dans la performance. On va essayer d'avoir avec eux, c'est quoi leurs enjeux, où sont les difficultés, et comment ils peuvent, dans le fond, les suivre, ces performances-là. Comment aussi, des fois, on peut peut-être les séquencer en plus petits indicateurs qui permettent que d'agir sur tous ces petits morceaux-là vont faire bouger la grande performance. Alors, dans le fond, la pédagogie se fait par l'accompagnement, par ces deux rencontres-là, et aussi par le coaching après, parce que dans un caucus, il n'est pas rare que les gens qui participent vont nous adresser des questions quand on est là pour auditer. Alors, parfois, on va répondre pendant, des fois, on répond après. Mais donc, c'est vraiment un accompagnement. C'est pas beaucoup, c'est pas énormément d'heures, mais c'est peut-être un 6 heures de préparation puis un accompagnement par la suite. Merci beaucoup, Nathalie. On va aller immédiatement du côté du web. Il y a plusieurs questions. Donc, Raphaël. Merci. Oui, c'est actif. Donc, première question de Popovici Mihaela, j'espère que je dis bien ton nom, du CIUSNIM. Donc, excellente présentation. Je me demandais combien de temps cela a pris pour la majorité des employés adhérant à la démarche d'amélioration continue de type CATA. Combien ça a pris de temps pour chaque personne? Exactement. Pour la majorité des employés, le temps que ça a pu prendre pour adhérer à la démarche d'amélioration continue. La démarche CATA, on ne l'a pas utilisée à travers toutes les plantations des caucus. On a ciblé certaines équipes, dont l'équipe de Marie-Josée, pour expérimenter. On est à peu près à 5 équipes où on a expérimenté le CATA et ça ne prend pas plus de temps
que, dans le fond, d'implanter le caucus. Il y a la formation du départ sur le kata qui est un petit peu, qui ajoute une étape, mais après ça, c'est dans l'accompagnement et c'est dans les outils. Alors, dans la partie amélioration continue, ce qu'on va retrouver là, c'est la grille kata qui va permettre de soutenir, dans le fond, les actions, les expérimentations. Alors, c'est pas plus long. J'ajouterais peut-être pour le commissariat aux plaintes, on a eu une formation d'une durée d'environ 1 heure avec Nathalie, toute l'équipe ensemble. Et par la suite, on a identifié là, nos cibles d'action. Et je vous dirais, dès le premier caucus, les gens avaient déjà adhéré. Donc, c'est sûr que ça a été ajusté à nos besoins, mais ça a été une adhésion quasi immédiate. Prochaine question de la même personne. Est-ce que vous avez fait appel à des agents multiplicateurs au niveau opérationnel? Et est-ce que le syndicat a joué un rôle dans le déploiement de ce processus? Le syndicat n'est pas impliqué présentement. Il est impliqué quand on va faire des projets performance dans certains secteurs. Les syndicats vont être impliqués. Dans les caucus, ils ne le sont pas. Ils sont probablement au courant de ce qui se passe. Quel était le début de la question? Les agents multiplicateurs. Pour l'instant, on est en train d'élaborer, d'essayer d'implanter des agents multiplicateurs. Il faut comprendre que dans le contexte du CIS, il y a beaucoup de travail à faire. Et les gestionnaires, qui seraient les agents multiplicateurs en grande partie, c'est difficile pour eux de prendre en charge, en plus de leurs tâches, d'aller aider des collègues à mettre en place des caucus. Même les gens qui utilisent des caucus depuis des années et qu'on essaie parfois d'aller solliciter ont de la difficulté à nous donner du temps, nous, pour nous aider dans les implantations. Alors, je vous dirais que présentement, dans notre CIS, les agents multiplicateurs, c'est quelque chose qu'on espère développer, mais qui est difficile pour l'instant parce que les gens, dans leur gestion, ont beaucoup, beaucoup de tâches. Prochaine question de José Vallière du CIUS NIM également. On a mentionné qu'environ 30% des salles caucus sont virtuelles. Quelle plateforme utilisez-vous? C'est très simple. Marie-Josée le dit. Il y a la possibilité d'utiliser MyBiz qui permet d'un partage d'écran, mais c'est tout simplement un Excel dans lequel on a transposé le visuel très, très simplement. Et les gens, on dépose le Excel dans un endroit où toutes les personnes de l'équipe ont accès. Alors, les gens sont en conférence téléphonique, ouvrent leur Excel. C'est sûr qu'il y en a, la plupart sont en lecture seulement, mais tout le monde a accès au même visuel. Donc, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. On aimerait avoir une plateforme plus performante un jour, mais pour le moment, on s'est concentré sur la réalisation des caucus et moins sur la plateforme. Alors, pour 0 coût, on est arrivé, je crois, à des résultats relativement importants. Question d'Elisabeth Côté-Boileau. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais poser cette question. En fait, en quoi ces nouveaux modes de pilotage intégré de la performance étaient mandatés, voire même imposés, ont-ils influencé la capacité des équipes à se l'approprier? Je peux répéter la question? Non, j'ai compris. Bien, j'ai pas eu l'impression, moi, que c'est vrai que le ministère a demandé que ça soit fait. Si le ministère ne l'avait pas fait, je crois que nous, on aurait la direction. Oui, c'est Manon. Je pense qu'on aurait soutenu de toute façon l'implantation de cet outil-là, de cette méthode-là. Je comprends mieux la question, puis effectivement, on travaillait toutes les deux au Centre jeunesse des Laurentides à l'époque, donc on implante depuis 2012 et ce n'était pas obligatoire. Donc, on y a trouvé tellement de gains pour les équipes et pour la performance que l'obligation n'était pas un facteur qui a influencé à ce point-là. Peut-être au niveau tactique, ça marque un certain pas, mais pour l'opérationnel, on est plus à se faire demander de le faire que de l'imposer. Pierre-Luc Fournier, HEC Montréal. Petite question, qui est d'actualité, si on veut. Comment se vit et quels sont les enjeux en lien avec l'intégration des médecins dans vos démarches de pilotage au quotidien? C'est une excellente question. Et Nathalie va pouvoir faire allusion on ne se cachera pas que les médecins actuellement, ils ont énormément de préoccupations. On le voit dans les médias. Mais Nathalie pourra vous parler de certaines implantations où je vous dirais que c'est par l'intérêt. Je vais te laisser aller, Nathalie, mais ça a suscité de l'intérêt, puis il y a une espèce de contamination positive, là, je dirais, dans certains secteurs.
On a implanté quelques caucus dans des unités de soins. On en est peut-être à peu près une dizaine d'implantés dans 2 hôpitaux différents. Et effectivement, il y a des médecins qui spontanément vont venir pendant le caucus et vont venir parler, participer, répondre aux questions. Il y en a d'autres qui vont être assis un petit peu plus loin au poste de travail. Souvent, la station visuelle n'est pas loin du poste de travail des infirmières et des médecins et vont, à l'occasion, participer, passer un commentaire, poser une question. Donc, c'est à géométrie variable, mais on sent vraiment un intérêt. Puis je vous dirais que la méthode par contamination nous suit depuis quelques années. On s'était toujours fait dire qu'il fallait que ça parte par en haut, puis en centre jeunesse, je ne sais pas si c'est parce qu'on est un peu délinquant, on travaille en jeunesse, on est parti par en bas, donc je me dis, on va partout où il y a des gains possibles et du soutien possible, puis on y va par contamination. On retourne sur le web. C'est animé aujourd'hui. On aime ça. Marc-Olivier Trépanier du CIUS Audimes, est-ce que la satisfaction des usagers fait partie de vos indicateurs? Certainement, mais je ne connais pas assez les différents indicateurs des équipes, mais je sais qu'il y a des endroits où... Parfois, quand effectivement, il y a, par exemple, je pourrais parler en SAPA où il y a des sondages de satisfaction, ils vont être intégrés à la salle de pilotage. Donc, les résultats qui vont concerner l'alimentation, la buanderie, etc., vont être effectivement exposés quand un nouveau sondage est disponible dans la salle de pilotage. Alors oui, quand il y en a des sondages clientèle, ils sont déposés dans les salles de pilotage. Il y a même des secteurs aussi où ils suivent justement l'évolution des recommandations en lien avec les plaintes de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Donc, c'est sûr qu'on travaille, on est une seule et même direction, donc à faire en sorte que nos préoccupations qualité se traduisent là, dans les salles de pilotage, notamment en gestion des risques. René Roy, je suis gestionnaire en santé mentale adulte et je gère 4 équipes sur des sites différents pour un total d'environ 50 employés. L'idée de faire des caucus m'intéresse. Pensez-vous réaliste l'idée du caucus à 50 personnes? Moi, je vous dirais que le plus qu'on a expérimenté, c'est une vingtaine de personnes. C'est pas idéal. En haut de 15, ça devient difficile. Par contre, j'ai des gestionnaires qui en animent, qui ont jusqu'à 4 et 5 caucus différents. Vous allez dire, mon Dieu, c'est énorme, mais ces gestionnaires-là ne s'en passeraient pas parce que ce qu'ils font en 4 fois 20 minutes ou en 5 fois 20 minutes, ce qu'ils gagnent en temps pour le reste de leur semaine est excessivement bénéfique. Alors, si en plus de ça, monsieur est sur une grande région, il peut même les bâtir de façon virtuelle. Donc, il pourrait les faire de son bureau et en 20 minutes, il y a un portrait d'un secteur. Alors, moi, je lui suggérerais peut-être de couper ça en petits secteurs. Il y a sûrement une possibilité de regrouper les gens. Dernière question du web de Mélanie Dumais. Concernant l'indicateur perception de votre charge de travail, est-ce que des pistes de réflexion pour les aider à déterminer le réel taux de surcharge accompagnent le tableau car nous mesurons la perception? Comment éviter que chaque fois les employés considèrent qu'ils ont une trop grande charge de travail? On aurait dû lire perception de contrôle sur la charge de travail. Je pense que le mot a été... Dans le fond, les gens, ce qu'on leur dit, c'est pas votre charge de travail que vous évaluez, c'est votre perception de contrôle. Parfois, on peut avoir une charge de travail énorme et pour X raisons, ça va bien, ça roule. Et d'autres fois, dans d'autres moments de notre vie, notre charge de travail pourrait être plus basse et on pourrait vivre ça difficilement. Donc, c'est vraiment notre perception sur le contrôle face à cette charge. Et c'est subjectif et c'est voulu comme ça. Puis ça donne aussi du matériel pour des supervisions individuelles. Donc, on fait pas le procès de personne dans ces rencontres-là. C'est la performance de l'équipe qu'on regarde. Fait que s'il y a des enjeux plus personnels, il y a des gens qui m'ont dit, ben j'ai eu peut-être des discussions avec l'employé de façon plus individuelle en disant, ça fait une couple de fois que je vois que ta perception par rapport à ta charge de travail semble élevée. Donc, tout ce contenu-là donne du matériel parfois là, pour des rencontres individuelles. Je peux peut-être juste compléter ce qu'on leur dit un petit peu, c'est quand on est dans la partie supérieure, c'est que vraiment, on échappe des choses à faire. Là. On est dépassé, il y a des erreurs qui se produisent. Quand on est dans la partie inférieure, on est préoccupé, mais on est encore en contrôle de ce qu'on a à faire. Merci. Peut-être une dernière question dans la salle avant de conclure? C'est bon? OK. Ben, je vous remercie, mesdames, encore une fois. Merci beaucoup. Merci.
Avant de vous laisser, quelques petits rappels. J'ai trois annonces, 3 rappels à vous faire. Donc, d'abord, le prochain rendez-vous, le prochain séminaire du Pôle Santé sera dans un mois, un peu plus d'un mois, le 24 avril. On aura la chance d'avoir Joanne Côté du CIUS Centre-Ouest, nos voisins d'HEC Montréal. Donc, elle viendra parler de création d'une unité de pratique intégrée et de trajectoire de soins de service. Alors, voilà pour la première annonce. La deuxième annonce, le 24 avril également et le 25, avec Jean-Marc Legentil, j'aurai la chance de donner une formation à l'École des dirigeants à HEC. Le titre de la formation, Système de gestion au quotidien, cibler et aligner les efforts des équipes par le coaching Kata. Donc, en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web de l'École des dirigeants. Sinon, googlez Landry Legentil, HEC Kata, et ça devrait vous mener au droit chemin ou contacter le pôle santé. Et dernière chose, je vous rappelle que c'est le moment de s'inscrire au 7e rendez-vous de l'amélioration continue qui se déroulera à Laval du 2 au 4 mai sous le thème de notre leadership au cœur de la transformation du réseau. Merci et à bientôt.